le transport aérien moderne, la proximité du sol n'est théoriquement plus un vrai danger. Que ce soit en vol, au décollage ou à l'atterrissage, les avions sont... En 2016, près de 4 milliards de passagers ont emprunté la voie des airs. En moyenne, un avion décolle chaque seconde quelque part sur la planète. Et au total, ce sont donc près de 100 000 avions qui se croisent dans le ciel chaque jour. Un gigantesque embouteillage sur les couloirs aériens et un risque de plus à gérer, celui de la collision en plein vol. Pour l'éviter, il a fallu inventer un nouveau système permettant aux avions de se détecter les uns les autres. C'est un instrument embarqué qui, dans la mesure où l'avion en est équipé et où les avions autour de lui le sont aussi, permet à un avion de détecter la présence d'un autre avion et va pouvoir évaluer leurs conditions de croisement. Les deux avions se rapprochent. Les deux avions vont se détecter l'un l'autre et vont donner une indication à leur pilote. Ce système anti-collision, appelé le TICAS, est aujourd'hui obligatoire sur l'ensemble des avions de ligne. En vol, il interroge toutes les secondes tous les avions équipés du même système dans un rayon de 55 km. Si un avion intrus entre dans la zone verte, il est simplement signalé au pilote sur l'écran par un petit losange. En revanche, si l'intrus pénètre la zone orange, une alerte trafic sonore retentit alors dans le cockpit. À ce stade, le danger n'est pas encore immédiat et le système ne propose pas de manœuvre d'évitement. En revanche, si l'avion intrus pénètre la zone rouge... Là, vous allez avoir vraiment un ordre qui est donné par l'instrument TICAS qui va vous dire montez, descendez, stoppez votre altitude. Évidemment, quand il reçoit cet ordre, c'est qu'il n'a plus que quelques dizaines de secondes avant d'avoir un impact. Il tire sur son manche et la collision peut être évitée de cette manière-là. Dans le transport aérien moderne, la proximité du sol n'est théoriquement plus un vrai danger. Que ce soit en vol, au décollage ou à l'atterrissage, les avions sont parfaitement équipés pour permettre aux pilotes de s'approcher des reliefs tout en évitant de les percuter. Donc on a créé une sorte de radar qui va émettre un signal en permanence devant soi, qui va permettre de mesurer la distance à un obstacle. Donc si le signal que j'ai envoyé revient avec un certain temps, ça veut dire que j'ai quelque chose devant moi. Dans l'air, il n'y a aucune raison que ce signal il revienne parce que je n'ai pas d'obstacle. Donc en permanence, je vais pouvoir mesurer si j'ai un obstacle matériel devant mon aéronef. L'instrument, autrefois, était juste un instrument curatif, c'est-à-dire qu'au dernier moment, il disait « Attention, il faut faire immédiatement une manœuvre d'évitement sinon vous allez percuter le sol ». Et donc, il n'y avait que quelques secondes pour réagir. À l'époque, la présence du sol était détectée, mais le pilote n'avait aucune indication sur le relief qui l'entourait. Un élément pourtant indispensable, notamment en cas de mauvaise visibilité. La génération suivante, elle va utiliser les bases de données de terrain. C'est-à-dire, elle va dire à l'avion, en ce moment, vous êtes à une altitude au-dessus du terrain qui va bien, mais en face, il y a une montagne. Et donc, si vous ne faites pas quelque chose, dans 2 minutes, on va taper dans la montagne. C'est la naissance du système d'alerte de proximité du sol, le GPWS dans le jargon des pilotes. C'est une sorte de radar qui va radariser le sol et qui va regarder un petit peu devant nous quelle est l'altitude des montagnes par exemple qu'on va rencontrer et qui va nous mettre des alarmes. Terrain, ahead. Et si on a une alarme, attention, proximité avec le sol, soit on est en train d'atterrir et c'est normal et on le sait et on voit la piste donc il n'y a pas de problème, soit on a l'impression d'être en plein vol puis en fait on n'a pas de visibilité puis on a cette alarme qui se déclenche et là ça veut dire qu'il fallait plein gaz et on se remet en montée. La généralisation de ce dispositif a considérablement amélioré la sécurité aérienne en réduisant le risque de collision avec le relief. Durant les années 60-70, les automatismes ne cessent de se perfectionner, notamment sur l'avion emblématique de l'aéronautique française, la Caravelle. C'est l'un des tout premiers avions de ligne à être équipé d'un système permettant d'atterrir sans aucune visibilité.
Jusqu'à la Caravelle, on avait une obligation de voir la piste pour pouvoir atterrir, parce qu'avec la nuit, avec le brouillard, il y avait parfois des conditions dans lesquelles ça rendait les atterrissages très compliqués, et on avait des avions qui devaient tourner en rond jusqu'à ce que la piste se dégage. Sur la Caravelle, on a mis en place tout simplement un système qui permet de radariser le sol. Et donc la Caravelle permettait des atterrissages tout temps, et finalement, on n'avait plus besoin de regarder la météo avant de décoller, on savait que même s'il y avait du brouillard, on pourrait réaliser le trajet. À partir de ces innovations apportées par la Caravelle, les capacités de calcul des ordinateurs ne cessent d'augmenter alors que leur taille diminue. Dans les années 80, l'informatique envahit les cockpits et les constructeurs frappent très fort dans la course à l'automatisation des vols. Premier vol de l'A320, le petit dernier de la famille Airbus. C'était ce matin à Toulouse-Blagnac. L'appareil a été testé à 13 000 mètres d'altitude dans de bonnes conditions météorologiques. En 1988, Airbus lance son A320. C'est le premier avion de ligne presque entièrement informatisé. Avec lui, l'aviation change d'époque. Les années 80-90, lorsqu'apparaît l'A320, c'est avant tout l'explosion du numérique. On dispose d'ordinateurs qui deviennent petits et extrêmement puissants. C'est la révolution dans les postes de pilotage. La plupart des paramètres sont maintenant traités par ordinateur. Avec une conséquence de taille, les équipages passent de 3 à 2 hommes aux grandes dames des syndicats. On a décidé de supprimer le mécanicien navigant et de le remplacer par des ordinateurs. On avait auparavant devant nous, chaque pilote avait des multiples cadrans. Tous ces cadrans ont été remplacés par 2 écrans cathodiques. Airbus va même encore plus loin. Le constructeur décide de transgresser un des derniers tabous pour les pilotes de l'époque. Dans l'A320, le bon vieux manche à balai présent dans tous les avions depuis toujours disparaît du cockpit. Il est remplacé par un simple joystick, comme dans un jeu vidéo. Dans l'absolu, pour nous pilotes, il fonctionne comme fonctionnaient les manches avant. Vous tirez sur le manche, l'avion va monter, vous poussez, l'avion va descendre, vous allez à droite, l'avion va tourner, et à gauche, il va tourner à gauche. Ce joystick, lui, il n'y a aucun effort. C'est juste, vous pouvez faire ça avec un clavier, ça aurait été pareil. Mais bon, pour donner la notion de pilotage, on a mis un joystick. C'est un tournant dans l'histoire de l'aviation. Une révolution rendue possible grâce à une autre innovation majeure du dernier né d'Airbus, la disparition des traditionnelles commandes de vol hydrauliques. Un circuit complexe fait de pompes, de tuyaux et de vannes qui permettent de diriger l'avion. La 320 a changé pas mal de choses dans le domaine de l'aérien, notamment parce qu'on se retrouve d'abord avec des commandes de vol électriques. Dans un avion classique, à la sortie du calculateur, l'ordre du calculateur va être transformé en pression dans un circuit hydraulique qui va aller activer les commandes de l'avion. Sur la 320, cette transmission des ordres, elle ne se fait pas par un circuit hydraulique, elle se fait avec des fils électriques. Fini donc la bonne vieille tringlerie lourde et compliquée. Désormais, les ailerons, les gouvernes qui permettent de diriger l'avion et le régime des moteurs sont commandés par des kilomètres de câbles électriques. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est le confort. Jusque-là, quand un avion subissait une turbulence, quand il perd quelques centimètres, c'était un humain qui devait compenser. Et parfois, le temps de réaction d'un humain, c'est 1 ou 2 secondes. Avec l'arrivée des commandes électriques, ce temps de réaction disparaît. La même correction est automatiquement réalisée instantanément. Le deuxième gros avantage des commandes de vol électriques, c'est que ça a permis de protéger son domaine de vol. C'est-à-dire que l'avion va refuser de se mettre dans des situations dangereuses. Le domaine de vol, c'est un peu comme une bulle, à l'intérieur de laquelle l'avion évolue en totale sécurité. Et le gardien de ce domaine de vol, c'est l'ordinateur. Il interdit à l'avion de dépasser ses propres limites. Un avion, s'il vole trop lentement, il tombe. S'il vole trop vite, il se casse. Donc un avion, il est fait pour voler en respectant certaines limites. C'est un petit peu une espèce de bulle dans laquelle peut évoluer l'avion en toute sécurité. C'est-à-dire les automatismes empêchent le pilote de faire des erreurs. L'avion va refuser de faire des virages trop forts, l'avion va refuser de ralentir. Le calculateur dans les commandes de vol électriques permet de maintenir l'avion dans cette enveloppe de vol et apporte une gestion de sécurité du pilotage extrêmement importante. C'est cette révolution principalement qu'a fait l'objet la 320. En clair, avec l'Airbus A320, c'est l'ordinateur qui prend les commandes de l'avion sous la surveillance du pilote. Résultat, l'avion reste en permanence sous contrôle, même dans les conditions les plus extrêmes.
Impossible, par exemple, d'effectuer des virages à 90 degrés d'inclinaison, comme avec un avion de voltige, ou de se mettre sur le dos. C'est ici, au Bourget, près de Paris, que le BEA analyse les boîtes noires des avions après un crash. Depuis l'accident du Rio-Paris en 2009, où les enregistreurs étaient restés 2 ans dans les fonds marins, le BEA a mis au point une procédure pour les réparer, afin de pouvoir les lire. D'abord, on récupère la carte électronique. Elle contient toutes les données de vol et les conversations des pilotes. À l'aide d'un puissant microscope et d'une machine à rayons X, on recherche d'éventuels défauts sur les composants électroniques qui relient les différentes puces où sont stockées les données. Et si nécessaire, ils sont remplacés par des neufs. Une fois remplacés, on va de nouveau revérifier électriquement que la carte est fonctionnelle. Et si électriquement la carte est fonctionnelle, on va pouvoir, dans ce cas-là, procéder à l'étape de lecture par la suite. Sur certains cas extrêmes, il est arrivé que certains composants soient trop endommagés pour être récupérables. C'est le cas en particulier lorsque la puce en silicium à l'intérieur est fracturée. Dans ce cas-là, c'est terminé et aucune donnée ne peut être récupérée. Le BEA est l'un des rares organismes au monde avec le NTSB américain à pouvoir réparer et analyser ces fameuses boîtes noires. La vidéo d'une voiture roulant à vive allure lundi sur les pistes de l'aéroport de Lyon, poursuivie par la police, a largement été reprise dans les médias. Mais comment un véhicule a-t-il réussi à s'introduire côté piste par la grande porte ? Arrivé à l'aéroport Saint-Exupéry, l'automobiliste a en effet forcé la barrière de ce parking, puis il est entré avec son véhicule dans le terminal 1 en défonçant les portes automatiques. Une fois à l'intérieur, l'homme a roulé tout droit sur quelques mètres avant de briser ses grandes vitres ici à l'image. Derrière elle se trouve le tarmac situé au même niveau. Par chance, l'individu n'a fait aucun blessé lors de sa course folle. L'homme qui avait volé la voiture quelques heures plus tôt à Dijon a été arrêté, puis interné. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Lyon.